Bonsoir, merci à vous d'organiser cette soirée qui se déroule à la fin, après la fermeture de la COP24 qui s'est tenue dans un contexte international et national un peu particulier. Au niveau international, cette COP s'est tenue après un nouvel été, le troisième été qui bat les records de chaleur, mais aussi un été qui a permis d'exposer à la face entière de la population, parce que ça se passait, mondial, parce que forcément ça se passait au centre du monde, entre guillemets, à savoir en Californie et aux États-Unis. Voilà les effets monstrueux, dramatiques, y compris pour les vies humaines, du dérèglement climatique. Alors, je le dis, et c'est pas du tout, c'est pas ironique, voilà, on a beaucoup parlé de la Californie cet été dans les médias. L'an dernier, l'été dernier, c'était des millions de personnes qui étaient déplacées suite à des inondations en Inde, et qui sont aussi des effets du dérèglement climatique. On voit bien, et le rapport du GIEC qui est sorti dernièrement le rappelle, les effets d'emballement, y compris aujourd'hui, qui sont à l'œuvre, nous alertent et nous intiment l'ordre d'agir et de réagir au plus vite si on veut que nos sociétés soient encore résilientes et puissent tenir et assumer le dérèglement climatique qui, de toute façon, est là et va s'accentuer. Voilà. Donc il faut savoir le résoudre et l'assumer. Situation internationale particulière aussi, puisque 3 ans après la COP21, des acteurs majeurs de la pollution et de l'émission de gaz à effet de serre sont sortis du cadre de l'ONU, bien entendu Trump et les États-Unis, mais également l'Australie. On voit bien que le cadre même international et multilatéral qu'est la COP est aujourd'hui particulièrement affaibli, et d'autant plus affaibli que l'Union européenne, par exemple, ne prend pas du tout ses responsabilités. Elle est en deçà y compris des objectifs qu'elle devrait se fixer si on souhaiterait ne pas dépasser les 2 degrés, les fameux 2 degrés de réchauffement à l'horizon 2050. Et donc on a une communauté internationale, si j'ose dire, mais des décideurs politiques qui sont en dessous de tout. Donc une situation internationale relativement sombre, mais dans, j'allais dire, ce panorama que je dresse sur lequel on pourra revenir si nécessaire dans la discussion, des raisons peut-être d'espérer, et des raisons d'espérer qui viennent aussi d'une situation nationale. Moi, je souhaite insister là-dessus sur ce qui s'est passé depuis septembre en France et l'émergence réelle, concrète, massive d'un mouvement pour la justice climatique. Je vais l'appeler comme ça. C'est peut-être une dynamique d'ailleurs, plus qu'un mouvement, parce qu'il y a plein de questions qui se posent entre nous, etc. Mais force est de constater que du 8 septembre au 13 octobre, et encore une fois le 8 décembre, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. C'était une première. Alors, on n'est pas encore au niveau de ce qu'il faut aller pour construire un rapport de force, mais c'était une première de voir autant de monde sur les enjeux climatiques en France. C'était pas une première dans le monde, hein. Aux États-Unis, vous avez eu des mobilisations, dans plein de pays, vous avez des mobilisations, mais en France, sur cette question-là, on n'avait pas eu autant voilà, de rassemblements, y compris dans plein de localités, etc., qui sont une nouvelle très positive. Contexte français qui se traduit, même si j'aime pas trop prendre les sondages, mais je vais le prendre parce qu'il me sert celui-là, par a priori une montée de la préoccupation environnementale dans l'ensemble des couches sociales de ce pays. Bon, même s'il y a des divergences ou des différences en termes de niveau en fonction des catégories sociales, hein, c'est plutôt les jeunes, les moins de 35 ans, et les catégories sociales supérieures, on va dire, les cadres et professions intellectuelles supérieures, qui mettent la question de l'environnement en premier de leurs préoccupations, et le pouvoir d'achat dans les classes populaires demeure le premier, même si la question de l'environnement monte. Donc la préoccupation environnementale monte pour tout le monde, mais on voit bien déjà qu'il peut y avoir des petites tensions en fonction des secteurs de la population dans lesquels on se trouve. Et puis, situation nationale particulière depuis 4 semaines, avec un mouvement des Gilets jaunes qui émerge, et qui émerge sur une question
qui peut bousculer des militants d'attaque. Ça émerge sur la question de la taxe carbone. Or, nous, on dit, oui, mais attention, il faut moins consommer de carbone, il faut moins consommer d'essence, etc. Bon, alors, on pourra revenir aussi, j'ai pas prévu de développer, mais sur l'injustice et l'inefficacité, l'injustice sociale de cette augmentation à la pompe et l'inefficacité écologique. Hein. Mais malgré tout, politiquement, on sait bien qu'on a été un peu bousculé. Bon. Et bien encore bonne nouvelle, moi je pense, et ça il faut s'en satisfaire. C'est toujours important d'essayer de voir quand on arrive à gagner des victoires aussi idéologiquement. Samedi dernier, partout dans les rues de France, en tout cas un des slogans qui venait le plus, c'était « Fin du mois, fin du monde, même combat ». Et la question de la justice environnementale qui commence petit à petit en France à gagner du terrain. Alors c'est quoi la justice environnementale ou un mouvement pour la justice climatique? Avant d'aborder vraiment la question du million d'emplois pour le climat, je souhaiterais faire un petit retour là-dessus sur, je vais dire politiquement, qu'est-ce qu'on veut porter quand on parle d'un mouvement pour la justice pour le climat ou un mouvement justice climatique. Attaque se réfère à ce mot d'ordre. C'est l'idée qu'on doit placer dans notre analyse et nos revendications comme un fil à plomb le principe d'égalité. Et d'avoir ça en ligne de mire, comme boussole. C'est aussi regarder lucidement ce qu'est le dérèglement climatique et le changement environnemental, et voir comment et combien l'inégalité est au centre, au cœur de cette question-là. Dit autrement, c'est d'essayer de rompre avec une petite musique et une histoire qu'on nous a vendue depuis 30 ans, qui est de dire qu'on est tous sur le même bateau. Alors vous allez me dire, bien sûr qu'on est tous sur le même bateau, on est tous sur la même planète, et la même planète qui est en train de brûler, quoi. Oui, dans ce sens-là, on est tous sur le même bateau, mais c'est un peu comme sur le Titanic. Il y en a qui sont en fond des cales avec les rats, et puis ils sont en train déjà d'écoper. Et puis il y en a qui sont en haut, sur les quais, en train plutôt de faire la fête et d'en profiter. Et eux, en plus, ils auront accès à des canaux de sauvetage. Parce que si vous allez lire Naomi Klein, ou si vous lisez la revue du Crieur, mais vous savez, la revue Mediapart, La Découverte, j'ai plus la référence, je crois que ça date de 6 mois, 1 an, vous verrez comment des milliardaires aujourd'hui se préparent déjà des bunkers et imaginent la vie d'après, après l'effondrement de nos sociétés, et comment des multinationales, notamment dans la sécurité, voient comment le dérèglement climatique peut être une opportunité de profit pour eux. Parce que la guerre de tous contre tous pour les ressources, pour l'eau, le délitement de nos sociétés, du fait même du dérèglement climatique et de ses conséquences, dans leur petite tête, c'est de se dire qu'on va faire appel à eux pour sécuriser un certain nombre. Mais qui va faire appel à eux? Si ce n'est ceux qui auront les moyens. Et donc, que ce soit en termes de responsabilité dans le changement climatique ou en termes de conséquences, on n'est pas tous à la même place. Et se dire ça, c'est être capable aussi d'identifier des ennemis, des responsables. Quand je dis on n'est pas tous à la même place sur les responsabilités, vous avez 2/3 des émissions de gaz à effet de serre liées à l'industrie qui sont la conséquence d'une centaine d'entreprises, de multinationales, dans le champ industriel. Alors attention, hein, ce n'est pas 2/3 de toutes les émissions de gaz à effet de serre, hein, mais 2/3 des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie, hein, et c'est un secteur majeur, sont liées ou sont la conséquence d'une centaine de multinationales. Vous avez notre étude au Canada, par exemple, parce qu'on a peu d'études sur les inégalités en France. Ce n'est pas encore un sujet qui a été très porté dans nos centres de recherche, mais je pense que ça va monter. Vous avez les 10% des plus riches au Canada qui ont un impact 2,5 fois supérieur aux 10% les plus pauvres. Alors,
quand on y réfléchit, bien sûr, c'est évident qu'un étudiant précaire et son mode de vie n'a pas exactement le même impact que je veux dire, les 1% les plus riches, bon, y compris en termes de ménage. Mais ce n'est pas un discours qui nous est tenu. Moi, j'entends encore France Inter ou France Culture, parce que voilà, je suis prof, j'écoute France Inter ou France Culture, voilà, je suis bien dans les cases, bon, qui nous fait actuellement une campagne sur encore les éco-gestes. Alors, on pourra, je ne veux pas du tout apparaître comme anti-éco-gestes. Je pense même que les actions individuelles sont nécessaires. C'est ce qui nous permet aussi d'imaginer la société de demain. Se mettre dans une AMAP et développer des relations autres avec ses producteurs, c'est ce qui nous permettra. Mais au vu de l'ampleur de la tâche, il ne s'agit pas seulement de faire ça. Et c'est le message qu'on doit essayer de travailler. Non pas contre les éco-gestes, en disant oui, on verra plus tard comment on vivra, etc. Non, essayons ici et maintenant, comment dans notre vie quotidienne. Mais stop l'État et le gouvernement, les radios ou même les programmes éducatifs, puisque je suis prof, stop de résumer la lutte contre le dérèglement climatique aux éco-gestes. Ça, c'est pas possible, c'est plus possible et il faut qu'on arrive à avancer là-dessus. Alors, pourquoi les éco-gestes, c'est pas suffisant? Et je vais essayer de revenir à ce pourquoi vous m'avez invité, c'est-à-dire la question du travail, des emplois. C'est que le risque climatique, le dérèglement climatique, je pense qu'on n'a pas besoin dans cette salle-là de développer trop, mais c'est fondamentalement lié à notre mode de production. D'un mode de production qui repose essentiellement, bien sûr, sur des énergies fossiles très polluantes et d'un mode de production dont la seule logique est la recherche du profit et non pas la recherche de la satisfaction des besoins sociaux et environnementaux. Et donc, la transition, ou plutôt la bifurcation écologique, je ne sais pas quel est le bon terme, en tout cas, il ne faut pas entendre transition comme une mutation lente et... non, on a besoin d'une bifurcation, d'une rupture. Hein. Alors, transition avec rupture, je sais pas, voilà, il va falloir trouver les bons termes qui permettent à tout le monde d'avoir conscience à la fois de l'urgence et de la radicalité avec laquelle il va falloir s'opposer à ce système. Cette transition, elle doit amener à modifier profondément notre modèle de production. Et qui dit transformer profondément notre modèle de production parle forcément de la question des emplois et du travail. Parce que derrière la production, c'est pas des entreprises, c'est pas des boîtes noires et des boîtes vides. Hein, c'est des personnes qui travaillent. Et c'est un peu cela qui a guidé... alors, en premier en Grande-Bretagne, mais aujourd'hui dans une vingtaine de pays, des syndicalistes souvent, mais aussi des environnementalistes, des altermondialistes, à essayer de se réunir pour réfléchir à la question de l'emploi et du travail. Parce qu'ils constataient bien que le discours qui opposait les salariés aux écologistes, dit autrement, qui opposait l'urgence sociale à l'urgence écologique, était un discours qui était assez prégnant et ils se sont dit, bon, il faut qu'on essaye de travailler cette question et de réussir à construire un récit, un discours étayé par des faits qui nous permettent de penser non plus la transition comme un risque pour les salariés, mais, et encore une fois, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas fait. Je vais paraphraser Naomi Klein dans Tout peut changer. Plutôt qu'un risque pour les salariés, c'est de se dire que c'est une opportunité, la transition. Comment on peut réfléchir au fait qu'on va vivre mieux, avoir tous un emploi, peut-être travailler moins, mais travailler mieux, et qu'on est en capacité de faire face à deux enjeux majeurs dans notre société aujourd'hui.
face au dérèglement climatique, je développe pas, mais face aussi à un phénomène qui déstructure complètement nos sociétés, qui déstructure des familles, qui casse des gens, c'est le chômage de masse depuis 40 ans, voilà, où on a 6 millions de chômeurs qui s'angoissent et qui vivent mal le fait de ne pas travailler. On a des travailleurs qui s'angoissent et qui sont soumis sous pression constamment parce qu'on leur dit mais vous avez vu, il y a 6 millions de chômeurs à côté, donc vous avez intérêt à être plus productif, etc. Et puis des millions de parents qui s'angoissent parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que mes gamins vont pouvoir faire? Donc pas besoin de vous faire un topo sur l'enjeu qui est de lutter à la fois contre le dérèglement climatique évidemment, mais aussi contre le chômage. Alors qu'est-ce qu'on a fait nous? On a essayé de mettre autour de la table des associations écologiques et des syndicats. Je ne cache pas qu'on pourrait y revenir. On n'a pas encore les syndicats majoritaires, notamment dans le privé, dans cette plateforme, puisque Solidaire et la FSU sont les seuls syndicats réellement présents, avec la Confédération paysanne, qui est un syndicat aussi de travailleurs paysans. Et on a essayé à la fois de mettre en commun nos analyses, nos réflexions, mais aussi ce qui existe par ailleurs. Ce qui existe par ailleurs, c'est des productions de scientifiques, d'intellectuels, qui sont regroupés dans des associations qui s'appellent Négawatt. Négawatt qui, d'un point de vue très économique, mais a travaillé très précisément sur les effets de la transition énergétique et qui montre bien que, en termes d'emploi, entre les emplois détruits dans des secteurs qui sont trop polluants et les emplois créés dans les énergies renouvelables, mais aussi la rénovation du bâtiment, par exemple, pour l'isolation des bâtiments, on est à une création nette de plus de 300 à 400 000 emplois et donc de création. Quand je dis création nette, c'est bien la différence entre les destructions et les créations. Mais ce qui nous semblait important, et ce qui nous semble important, et ce qu'on porte un peu dans ce rapport-là, qui n'est pas un programme tout fait, c'est on essaye de porter des questionnements, on essaye de mettre en débat un certain nombre d'enjeux, c'était de voir comment on pouvait tirer le fil sur cette question de l'alliance entre le social et l'écologique. Et tirer le fil, ça veut dire réfléchir à comment on fait pour que la transition, elle soit juste. Et elle soit juste pour les salariés. Il y a une formule de la CSI, qui est la Confédération syndicale internationale du travail, qui dit que la transition, elle ne doit pas être payée par les travailleurs. En gros, c'est de dire qu'il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte, donc on doit agir, mais ce n'est pas les travailleurs qui doivent payer cette transition. Et donc, c'est aussi de réfléchir, ou en tout cas de mettre dans le débat, la nécessité pour tous et toutes, et pas seulement pour les syndicalistes, mais aussi pour les associations environnementales et les mouvements écolos, c'est de réfléchir à la transition pour les salariés impactés. Et donc, ça veut dire qu'il doit y avoir le coût de la transition pour les salariés impactés. Il doit être pris en charge socialement par la société dans son entier. Alors il y a des propositions qui existent dans les organisations syndicales. La CGT, la FSU ou Solidaire parlent pas tous avec les mêmes termes, mais une forme de sécurité sociale professionnelle, d'un dispositif qui permettrait une continuité de salaire et de formation pour l'ensemble des salariés sur un temps plus ou moins long, etc. Je crois que Solidaire parle de statut du salarié, mais en tout cas, c'est de réfléchir et de mettre en débat sur la nécessité qu'on ne peut pas mettre au chômage ou fermer des industries polluantes, à juste titre, pour sauvegarder le climat, sans avoir anticipé, travaillé avec les premiers et les premières concernés, c'est-à-dire évidemment les habitants du coin, mais bien sûr les salariés, et de réfléchir aux dispositifs qui doivent permettre de sécuriser les salariés. C'est aussi de dessiner
une autre société, une société qui soit post-carbone, qui soit enviable. Et donc, on a décidé d'aller un peu plus loin que ce que disait Negawatt. C'est-à-dire que on se dit, mais c'est quoi la société de demain? Une société où peut-être on consommera moins, mais on ne veut pas vivre moins bien, on veut vivre mieux. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin sûrement de satisfaire des besoins sociaux qui ne le sont pas aujourd'hui. Et donc, dans notre million d'emplois pour le climat, et parfois des journalistes disaient, mais qu'est-ce que ça a à voir là-dessus? Nous, on met aussi le fait qu'il y aura besoin davantage de travailleurs sociaux, davantage d'enseignants, davantage de travailleurs dans la culture, etc. Parce que la société post-carbone, c'est une société qui doit aller vers la satisfaction des besoins sociaux et environnementaux. Et il y a plein de besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui, que ce soit auprès de la petite enfance, que ce soit auprès du grand âge, que ce soit auprès des personnes précaires, etc. etc. Bon. Troisième exemple, je vais pas, après je m'arrêterai, mais je ne vais pas développer l'ensemble des emplois. Troisième exemple, pour essayer d'allier questions sociales et questions écologiques, on constate, quand on regarde un peu les initiatives locales qui existent et qui vont dans le bon sens. Je pense par exemple au développement aujourd'hui des coopératives énergétiques ou des coopératives villageoises. Quand on regarde où elles se mettent en place, alors ces coopératives villageoises, c'est des habitants qui vont monter des dossiers, etc., et qui vont réussir à installer plusieurs panneaux solaires, mais à un niveau suffisant pour qu'il y ait une rentabilité suffisante pour amortir les investissements. Il ne s'agit pas de se faire de l'argent, mais de permettre, en gros, que ça ne coûte rien après et que, en gros, les mises de départ de l'épargne des habitants puissent être remboursées à un moment donné, à terme, au bout de 10 ou 20 ans. Bon. Et donc, il y a développement de ces coopératives villageoises. Si on regarde un petit peu, on voit bien que socialement, il y a une forme de discrimination, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est quand même plutôt... Parce que c'est compliqué de mener ces dossiers. Il faut avoir certaines compétences. Et ben, voilà, dans des endroits, il y aura des personnes qui auront, du fait de leur boulot, du fait de leur formation universitaire, etc., davantage de compétences pour mener à bien ce projet-là. Il y a un gisement d'emploi, alors j'aime pas, je le reprends, mais j'ai une formation d'économiste, hein, mais gisement d'emploi, ça vient souvent du MEDEF, donc j'aimerais, voilà, donc je suis désolé si je l'utilise, mais il y a plein d'emplois possibles et nécessaires dans ce qu'on appellerait les animateurs locaux pour soutenir les initiatives. C'est-à-dire des personnes, et ça, bon, ça a été détruit, il y avait plein d'emplois pas très bien payés, emplois aidés, etc., mais il y avait plein qui ont été détruits, mais là, il y a plein d'emplois qui pourraient être créés pour soutenir ces types d'initiatives. Voilà. Alors, bien entendu, tout ça ne règle pas, enfin, vous allez me dire c'est un beau panorama, mais comment on fait? Bon, comment on fait? Vous voyez bien que on n'a pas la réponse, on n'a pas toutes les clés, on a su simplement identifier un certain nombre de difficultés ou d'enjeux. Les blocages, ils sont pas techniques, c'est ce qu'on essaye de démontrer, ils sont bien sûr politiques avant tout. Et donc le premier enjeu, c'est déjà de s'en convaincre et d'en convaincre les gens autour de nous. Les blocages politiques, ils le sont pour plusieurs raisons. Première raison, c'est pas une réunion d'attaque que je vais avoir besoin de convaincre, c'est qu'on a des intérêts majeurs en face de nous et qu'il va falloir affronter. C'est pas l'industrie du pétrole qui est une petite industrie, il y a des intérêts capitalistes majeurs. Donc on a des ennemis en face de nous qui sont très importants. D'autant plus que ce qu'on dit, c'est que pour financer cette transition justement, d'un point de vue juste, il va falloir s'attaquer à la redistribution des richesses. Bon. Et la question de la redistribution des richesses, là on est au cœur en ce moment
d'un débat avec le mouvement des Gilets jaunes, on voit bien que on ne fera pas céder facilement le libéralisme économique qui perdure sur cette planète. Mais voilà, on a cet enjeu-là de travailler et de construire un rapport de force pour construire une politique de redistribution juste qui permette de financer. Juste pour la petite parenthèse, parce que j'en ai pas parlé, on a travaillé, y compris avec des économistes, sur comment, et c'est de la projection, donc c'est toujours tout à fait discutable. Ça pourrait être des discussions pendant des heures. Mais pour estimer le coût de 1 million d'emplois pour le climat par an, on a pris plutôt la fourchette haute pour justement pas se faire cartonner dans les débats ou les discussions. Et on aurait besoin d'environ 100 milliards, on dit 105, mais c'est autour de 100 milliards annuels d'investissement, ou en tout cas de dépenses, voilà, qui permettrait soit de financer des emplois de fonctionnaires, des emplois publics, soit de financer des investissements, des aides ciblées, garanties, etc. Pas des aides au sens CICE, pas des subventions publiques au patronat, mais bien des... Voilà, mais par exemple sur la réhabilitation des logements, voilà, il y a besoin d'investir, on sait bien, et notamment, je ne vous fais pas un topo sur le fait que les ménages les plus pauvres ne pourront pas isoler leur logement d'un coup de baguette magique. 100 milliards, c'est énorme. C'est énorme, comme ça. Bon, mais vous allez tous me le dire. On sait où le trouver, cet argent-là. L'évasion fiscale, 60 à 80 milliards. Le CICE, c'est 20 milliards. Bon, déjà, on y est presque. Les niches fiscales sur les énergies fossiles, c'est 10 milliards. Bon. Donc, on est là, encore une fois, c'est pas parce qu'avec 100 milliards, si on crée que des emplois directs, mais pourquoi ça va au-delà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que créer des emplois, c'est aussi créer des infrastructures qui vont avec les emplois. C'est créer des bureaux ou pas, ou en tout cas rénover, enfin en tout cas il y a des espaces de travail, voilà. Donc c'est pas simplement des emplois de fonctionnaires qu'on propose. Donc là, il y a un blocage là-dessus, évidemment, sur la politique de redistribution, de justice sociale à mettre en place. Mais il y a un autre blocage, j'allais dire en termes qui paraît peut-être secondaire, et qui l'est à mon avis, mais qu'il ne faut pas balayer d'un coup de main comme ça, c'est la conception de l'action publique. On a une conception de l'action publique un peu en silo, et pas très transversale. C'est-à-dire que vous avez des secteurs qui se parlent pas. Et la question de la transition écologique aujourd'hui n'irrigue pas l'ensemble des politiques, c'est clair. Alors moi je prends un exemple parce que voilà, je suis via la FSU les enjeux de formation, ce qui va disparaître, mais le Conseil national, le CNEFOP, qui s'occupe de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, dans cette assemblée-là, il y avait des représentants de tous les ministères, sauf du ministère de l'Environnement. Or, c'est là qu'on réfléchit au développement et aux qualifications et aux formations qu'il faut développer. Ça nous dit quelque chose du retard et de la faible prise en compte des enjeux. Bon. Ce sont des changements profonds qui sont donc bien sûr en termes de rapport de force et des changements économiques profonds pour imposer une autre distribution des richesses. C'est aussi des changements profonds en termes de redéfinir la politique et l'action publique. Et donc bien sûr c'est un mouvement social qui est à construire, qui nécessite l'alliance entre un mouvement écologique et fort et un mouvement social et syndical puissant. Les deux sont à renforcer, mais la question de l'alliance, elle est essentielle. Et là,
j'allais dire qu'au-delà du rapport, c'est peut-être moi ce qui me semble presque le plus important. C'est d'essayer d'avoir comme, je disais tout à l'heure, comme boussole en termes de principe toujours l'égalité, voilà, qui est quand même, je pense, un principe fondamental. Je pourrais rajouter, et peut-être dans le débat on y reviendra, la question de la démocratie. J'en ai pas parlé, on en parle un peu dans le rapport sur comment on fait en sorte, et aussi à pousser le fait qu'il y ait plus d'instances où les salariés aient la possibilité de décider de comment on produit, qu'est-ce qu'on produit, etc., en lien avec les habitants, etc. C'est aussi ça, une société qui serait respectueuse à la fois des hommes et des femmes et de notre environnement, c'est de laisser la main aussi à celles et ceux qui sont les premiers concernés décider. Donc l'égalité, la démocratie, mais aussi avoir comme boussole, j'allais dire stratégique, la question de l'alliance entre des mouvements qui ont tendance, ou ont eu tendance peut-être, à se regarder en chien de faïence, avec des responsabilités partagées. Le mouvement syndical, et je le dis en tant que syndicaliste, on a eu trop souvent, ou peut-être trop tendance à réfléchir au partage des fruits de la croissance, comme on disait, au partage de la valeur ajoutée, sans réfléchir suffisamment à comment et d'où venait la croissance. Donc, oui, le syndicalisme a à réfléchir sur lui-même, mais honnêtement, parce que le syndicalisme a souvent... Voilà, les critiques sur le syndicalisme, elles sont souvent partagées. Moi, j'ai tendance aussi à dire que les mouvements écologistes, ils doivent aussi prendre leur part de responsabilité dans les difficultés à construire l'alliance, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible que la question sociale ne soit pas au cœur des préoccupations et des revendications. Bon. Et donc ça, on doit essayer de le construire. Alors, ce rapport, il ne répond pas à tout. C'est juste une première pierre. Et on a besoin de réfléchir à comment on arrive à ancrer des mobilisations, peut-être plus dans le réel, peut-être au plus près des salariés ou des habitants. Et que ça, c'est un enjeu qui doit être porté après localement par des comités locaux, voir comment, en fonction de campagnes, en fonction d'enjeux sur des entreprises, etc., la question de l'alliance entre les salariés et les habitants, les citoyens, les mouvements écolos, etc., comment on arrive ensemble à concilier ce qui ne doit pas être contradictoire, mais l'urgence de la fin du mois et l'urgence de la fin du monde. Voilà. Je m'arrêterai là. Je peux...